et et qui a servi de support à notre premier cours. Et puis, vous avez le TD aussi, sur lequel on va s'appuyer, qui est une situation professionnelle, et qui va nous permettre de mettre en pratique les notions que l'on a vues. Alors, très, très rapidement, hein, pour que voilà, on puisse se remettre en tête ce que l'on avait dit, je vais vous faire un résumé en 2 minutes de ce que l'on avait dit. On en avait distingué, dans un premier temps, le contrat de travail à durée déterminée du contrat de travail à durée indéterminée. On avait dit principalement que pour le contrat CDI, le contrat à durée indéterminée, bien sûr, il n'y avait pas de terme au contrat, il n'y avait pas de fin au contrat, que c'était un contrat qui n'était pas nécessairement écrit, mais bien sûr, évidemment, on va rédiger un écrit de façon à au moins avoir tous les éléments probatoires en cas de souci, que ce contrat devait, quand il est écrit, de contenir un certain nombre de clauses, qui étaient des clauses relatives aux parties au contrat, c'est-à-dire à l'employeur et à l'employé, des clauses relatives au poste, à la rémunération, au lieu de travail, à l'horaire, au volume horaire et enfin à la convention collective. Ça, c'était concernant le contrat CDD. C'était les principales choses que l'on avait dit concernant le CDI. Pardon. Concernant le contrat CDD, nous avions donc indiqué que ce contrat pouvait être à terme précis, donc contenir une date de fin qui était bien établie, mais il pouvait être aussi avec un terme imprécis, c'est-à-dire ne pas avoir une date de fin, mais plutôt avoir un événement qui conditionne la fin. On avait cité notamment le cas, par exemple, d'un remplacement d'un salarié qui était malade, où on ne connaissait pas la date du retour du salarié remplacé. À partir de là, effectivement, il était difficile d'établir une date de fin de contrat. Le contrat à durée déterminée, il a une durée maximum de 18 mois, avec 2 possibilités de renouvellement sans pour cela que cela dépasse les 18 mois. Dans la majorité des cas, bien sûr, on a vu aussi qu'il y avait des exceptions, qu'il y avait obligatoirement un recours légal pour pouvoir conclure un contrat CDD. Et parmi les recours, on avait notamment cité l'accroissement d'activité, mais aussi le fait du remplacement d'un salarié, aussi le fait des travaux saisonniers par nature, et enfin, éventuellement, le remplacement du chef d'entreprise. On avait dit qu'en dehors de ces motifs, normalement, on ne pouvait pas conclure un CDD, que pour ce CDD, justement, ce motif de recours devait figurer dans le contrat. D'accord. Voilà ce qu'on avait dit principalement, avec d'autres détails, bien sûr, sur le contrat CDD, et je dirais que c'est le minimum à savoir. On avait aussi donc fait des développements sur la période d'essai, période pendant laquelle, effectivement, le but, c'est de tester un peu les capacités professionnelles du salarié et pour le salarié, de savoir si le poste qu'il a accepté correspond à ce qu'il attendait, que cette période d'essai devait être écrite dans le contrat pour qu'elle puisse être opposable au salarié ou opposable à l'employeur, c'est-à-dire si je veux utiliser une clause telle que la période d'essai, il faut absolument qu'elle soit inscrite au contrat, elle ne se présume pas. Que la durée devait être absolument respectée de cette période d'essai. Je vous renvoie là au cours pour les durées, pour les contrats CDI et pour les contrats CDD. Et qu'enfin, je crois que c'est tout. Ouais, on a fait le tour, mais vraiment un résumé très rapide hein, pour qu'on se remette dans le bain. C'est le début, donc il faut resituer un peu l'action. Alors aujourd'hui, le but de la séance, c'est de voir 2 autres types de clauses. La clause de non-concurrence et la clause de mobilité. Alors, on va les étudier comme on a étudié la clause relative à la période d'essai, c'est-à-dire qu'on va les étudier sur leur intérêt, leur finalité. On va les étudier sur les effets, c'est-à-dire qu'est-ce que cela produit quand la clause est activée, et puis sur les obligations qui sont liées à cette clause. Donc, la première clause que l'on va retrouver, et là, je reprends le JAM que j'avais déjà utilisé, d'accord ? Alors, je vais faire un petit truc. Normalement, j'ai préparé toutes vos adresses mail. Est-ce que si je tape BTS, CG, hop, voilà. Normalement, avec les adresses que j'ai récupérées d'Hydro, je devrais pouvoir vous envoyer tout ça.
Bon, a priori, il y a un problème avec 2 adresses, celle de Ange, celle de Naomi. Alors, est-ce qu'il y a moyen que je puisse... Bon, a priori, j'ai pas réussi l'opération que je voulais faire, mais dans tous les cas, c'est pas bien grave. C'est pas bien grave. De toute façon, je vais partager le jam sur mon écran, comme ça vous pourrez le voir. Pour l'instant, de toute façon, vous n'allez pas forcément intervenir dessus, c'est simplement pour moi reprendre le cours du support que j'utilisais. Alors, hop, tac, 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 partager, partager, partager. Une fenêtre. Voilà. Donc, normalement, sur votre écran, vous devriez voir le jam apparaître. Et donc, hop, je reprends où on en était. Donc, ça, c'est ce qu'on avait travaillé sur la période d'essai. On va voir au niveau de la durée. On avait aussi décliné cette période d'essai en 3 choses, de finalité, les effets, les obligations. On va faire la même chose avec la clause de non-concurrence. Donc, la clause de non-concurrence. Alors, la clause de non-concurrence, c'est quoi cette clause? C'est une clause qui, quand elle est insérée dans un contrat, va permettre à l'employeur d'interdire aux salariés dont le contrat aurait été rompu d'aller travailler pour une autre entreprise qui pourrait lui faire de la concurrence. En quelque sorte, ça permet à l'employeur, quand il a un salarié qui le quitte, de pouvoir se prémunir d'éventuelles fuites d'informations qui pourraient lui porter préjudice en matière économique. Je vais vous prendre un exemple. Imaginons que je sois un garagiste qui vend des voitures. D'accord. Alors, je vais choisir une marque, ne m'en voulez pas, au hasard Audi, la première qui me vient à l'esprit. Donc, je suis un garage Audi et je vends des voitures Audi. Et j'ai un commercial qui est spécialisé dans les entreprises. Donc, il fait des démarches auprès des entreprises pour essayer de vendre des véhicules que je commercialise. Ce commercial a à disposition un fichier client relativement important, un certain nombre d'informations sur la société, ce qui est normal, les marges, les coûts d'achat, les prix de vente, les remises que l'on peut faire éventuellement, les remises maximum, etc., etc. Donc, vous comprenez bien que ce commercial, il a un certain nombre d'informations qui, portées à la connaissance de la concurrence, pourraient me porter préjudice. Si demain ce commercial venait à me quitter, ou si je venais à licencier ce commercial, le risque pour moi, c'est qu'avec ces informations, il aille dans une autre entreprise et mette à profit ces informations de façon à développer la clientèle d'une autre entreprise. À partir de là, je pourrais avoir un préjudice économique plus ou moins important et ça ne serait pas bon pour les affaires. Alors, pour me prémunir de ce phénomène, je peux insérer dans le contrat du commercial une clause qui va interdire au commercial d'aller travailler chez un concurrent. Alors, voilà l'esprit de la clause. Maintenant, on va voir dans les détails, évidemment, comment on va pouvoir rédiger la clause, qu'est-ce qu'il faut qu'elle comprenne, et vraiment, déjà, dans un premier temps, quel est son intérêt. Alors, comme on l'avait fait pour la clause de la période d'essai, on va voir quelle est la finalité de la clause, c'est-à-dire pourquoi on insère une clause, quel est son objectif. L'objectif ici, c'est de protéger les intérêts économiques de la société en cas de départ d'un salarié, Voilà comment on pourrait résumer quelle est la finalité. Alors, vous comprendrez bien que
S'il n'y a pas d'intérêt à protéger, il ne peut pas y avoir de clause. C'est-à-dire que si le salarié ne détient pas d'informations qui risquent de me porter préjudice, alors la finalité n'est pas respectée. Imaginons, toujours dans mon garage Audi, j'ai effectivement ce commercial, mais j'ai aussi une femme de ménage, d'accord, qui tous les samedis matins vient nettoyer les bureaux, vient nettoyer la concession, etc. Est-ce qu'il y aurait un intérêt à porter dans son contrat, à inscrire dans le contrat de travail de ma femme de ménage une clause de non-concurrence? Est-ce que cette femme de ménage détient des informations essentielles qui pourraient me porter préjudice? Eh bien non, évidemment. Donc, une clause de non-concurrence qui serait insérée dans un contrat dans le but unique d'embêter la personne et non pas de protéger les intérêts de l'entreprise, alors ce type de clause ne serait pas valable et bien sûr, elle risquerait le réputé non écrit, c'est-à-dire on ferait comme si la clause n'existait pas. Donc la finalité est importante. Ensuite, quels sont les effets de la clause? Donc c'est une interdiction pour le salarié de travailler pour un concurrent. Alors on va voir évidemment qu'il y a certaines limites, ou de créer une activité concurrente à son ex-employeur. Donc on est bien d'accord qu'il y a deux points. La clause de non-concurrence, quand elle est inscrite dans le contrat, elle interdit aux salariés d'aller travailler pour une entreprise concurrente, d'accord? Mais aussi, elle interdit aux salariés de créer sa propre entreprise qui pourrait faire concurrence à la mienne. Voilà donc les effets de la clause de non-concurrence. Maintenant, quelles sont les obligations, et notamment les obligations qui caractérisent cette clause? Première obligation, la clause doit être limitée dans le temps. C'est-à-dire que l'interdiction n'est valable que pour une certaine période. Alors très concrètement, l'interdiction ne peut être valable que pour une durée de 1 à 2 ans. Alors vous savez qu'aujourd'hui, parmi nos droits les plus absolus, la liberté d'installation, de créer son entreprise ou la liberté de travail sont inscrits dans notre socle constitutionnel. Ici, on déroge un petit peu à ça, c'est une sorte de liberté qu'on nous supprime. Par conséquent, il n'est pas possible de supprimer cette liberté pour toute la vie, très concrètement, mais donc on oblige la clause à contenir une limite de temps quant à l'interdiction pour le salarié de travailler pour un concurrent. Cette limite, en général, on estime qu'elle est de 1 à 2 ans. Deuxième limite que doit contenir la clause de non-concurrence, c'est une limite géographique. C'est-à-dire que je dois indiquer dans la clause de non-concurrence que mon salarié ne peut pas aller travailler dans une entreprise, bien sûr, concurrente à la mienne, dans un certain secteur géographique. C'est-à-dire que, obligatoirement, si je veux protéger les intérêts de l'entreprise, que mon rayon d'action de mon entreprise, de mon fameux garage, il est, on va dire, j'ai des clients dans la région Nord-Pas-de-Calais, je ne vois pas l'intérêt
d'interdire aux salariés d'aller travailler pour une entreprise de Marseille. L'entreprise de Marseille qui aurait ses clients dans la région Rhône-Alpes, par exemple, ne me fait pas concurrence. Donc, par conséquent, je dois obligatoirement indiquer dans la clause de non-concurrence cette limite géographique dans laquelle le salarié ne pourra pas aller travailler. Cette limite, généralement, elle se comprend à travers ma zone de chalandise, c'est-à-dire où se trouvent mes clients. Autre limite que la clause de non-concurrence doit contenir, une autre limite, c'est une limite de secteur d'activité. Évidemment, le salarié ne pourra pas aller travailler dans une entreprise qui a la même activité que moi. Par conséquent, je dois délimiter ce secteur d'activité. Si mon salarié qui a quitté l'entreprise et pour lequel il y a une clause de non-concurrence est un commercial dans le secteur de l'automobile, si ce salarié décide d'aller travailler dans une entreprise qui commercialise des produits alimentaires, par exemple, il n'y a pas de risque de concurrence. D'accord ? Par conséquent, il a le droit. Par contre, il n'aurait pas le droit d'aller travailler pour un autre garage de la même marque ou pour un garage d'une marque concurrente. Donc, on doit limiter le secteur d'activité. Donc, on a 3 limites. Limite dans le temps, limite géographique et limite par rapport au secteur d'activité. Enfin, dernier point quant aux obligations de cette clause doit être rémunérée. Pendant toute la durée de l'interdiction, le salarié va toucher une indemnité pour compenser un peu le préjudice lié à cette interdiction. Alors en général, la rémunération ici, elle est à peu près de 20 à 30% du salaire qu'il touchait pendant son activité. On va toujours reprendre l'exemple de mon commercial qui avait en moyenne un salaire, on va dire, de 3 000 euros brut. Je vais lui verser en contrepartie de cette interdiction pour compenser le préjudice qu'il va subir. Je vais lui verser pendant toute la durée, c'est-à-dire, imaginons que cette clause est limitée à 1 an, je vais lui verser pendant 1 an 600 euros par mois, c'est-à-dire 20% de sa rémunération en réparation de son préjudice. Alors, le pourcentage, un petit peu comme la limite dans le temps, n'est pas fixé. C'est l'entreprise et éventuellement le salarié concerné qui vont le négocier. Tout ce qu'il faut, tout ce que le juge demande, c'est que la rémunération ne soit pas dérisoire. C'est-à-dire que vous ne proposiez pas 2 euros de contrepartie. D'accord ? Donc, il faut une rémunération qui soit non dérisoire pour donc compenser cette interdiction. Voilà les contours de cette clause de non-concurrence. Vous voyez qu'on l'a analysée en termes de finalité, d'effet et d'obligation. Alors, vous allez me dire, concrètement, comment ça se passe ? Concrètement, comment ça se passe ? Le salarié qui, éventuellement, en violation d'une clause de non-concurrence, allait travailler chez un concurrent, se mettrait en faute et pourrait éventuellement être traduit devant un tribunal si l'entreprise arrivait à prouver qu'elle a perdu à cause de ce manquement, que l'entreprise a perdu les clients et éventuellement du chiffre d'affaires. Et là, le salarié devrait réparer le préjudice subi par l'entreprise et devrait donc indemniser l'entreprise si, malgré une clause de non-concurrence, il a été travaillé dans une autre entreprise. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur la clause de non-concurrence. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça ? Pas de questions, je peux continuer ? On va voir maintenant juste une définition, c'est-à-dire, Abdoul, soyez plus précis.
qu'on pourra mettre dans la définition de la clause de non-concurrence. Comment on pourrait lui en donner une définition? On pourrait tout simplement dire c'est la clause par laquelle un salarié s'interdit d'aller travailler pour un concurrent en cas de rupture du contrat de travail. Voilà comment on pourrait, en quelques mots, définir la clause de non-concurrence. Oui, je peux réexpliquer la limite géographique. Donc, imaginons que notre entreprise, comme je l'ai dit tout à l'heure, soit basée, il y a peut-être quelques Lillois, moi je suis de Lille, elle soit basée à Lille. Que tous mes clients sont dans la région Nord-Pas-de-Calais, c'est-à-dire grosso modo à 150 mètres, à 150 km autour de la région lilloise. Je vais indiquer dans la clause que mon salarié n'a pas le droit d'aller s'installer dans une entreprise concurrente dans la région qui aurait son siège dans la région Nord-Pas-de-Calais. Voilà, donc j'ai bien limité géographiquement la clause parce qu'il ne serait pas logique d'interdire le salarié d'aller travailler en Bretagne ou à Paris alors que je n'ai pas de clients à Paris. D'accord ? Je vous rappelle que c'est pour protéger mes intérêts économiques. Je n'ai pas d'intérêt économique à Paris, donc il n'y a rien à protéger à Paris. Donc, par conséquent, le salarié pourrait très bien aller s'installer à Paris et développer sa propre clientèle ou la clientèle de son futur employeur sur la région parisienne. Voilà ce que veut dire cette limite géographique. On va limiter le lieu de travail du salarié. D'autres questions? Non? Alors, pas de souci, je continue. Et donc maintenant, nous allons parler de la clause de mobilité. Alors, je vais d'abord vous donner la philosophie générale de la clause, et puis après, on va reprendre la méthode qu'on a déjà utilisée, finalité de cette clause, les effets de la clause et les obligations de la clause. La clause de mobilité permet à l'employeur de muter un salarié dans une entreprise ou dans une succursale que la société aurait dans une autre région ou dans tous les cas dans un point différent de son lieu de travail habituel. Alors, je vous rappelle que dans les clauses ou dans les mentions qui étaient obligatoires au contrat, quand il est écrit, on devait indiquer le lieu de travail. D'accord ? Il faut savoir qu'une fois que le lieu de travail a été indiqué, on ne peut plus le modifier. D'accord ? Ou en tout cas, on ne peut plus le modifier. Reprenez, monsieur, la définition. Quelle définition? La définition de la clause de mobilité, celle que je suis en train d'expliquer. Donc, ça permet à un employeur, d'accord, la clause de mobilité permet à l'employeur de muter un salarié dans un lieu différent que celui où il avait l'habitude de travailler. Je vais toujours rester sur mon exemple de mon garage Audi situé à Lille. Imaginons qu'on ait un deuxième garage qui appartient à la même société et qui se trouve à Dunkerque. Lille et Dunkerque, il y a 100 km de différence. Ben, si dans le contrat, j'ai indiqué qu'il y avait une clause de mobilité, je peux demander aux salariés qui étaient d'habitude attachés à la société de Lille d'aller travailler, de maintenant trouver son poste dans la société de Dunkerque. D'accord ? Alors pourquoi une telle clause est-elle nécessaire? Une telle clause est nécessaire parce que le contrat avait établi au départ un lieu de réalisation de la prestation de travail. D'accord ? Un lieu de travail. D'accord ? C'est une clause obligatoire, c'est une mention obligatoire quand le contrat est écrit. À partir du moment où les choses ont été données, d'accord, à partir du moment où on a indiqué que le lieu de travail c'était Lille, on ne peut plus changer. D'accord ? C'est ce qu'on appelle la force obligatoire des contrats. Le contrat devient la loi des parties. Donc, si mon lieu de travail c'est Lille, eh ben, je vais travailler à Lille et c'est tout. Alors, pour éviter d'être bloqué avec ce lieu de travail impératif,
qui ne peut être modifié que si le salarié l'accepte, on va insérer dans le contrat une clause de mobilité. Ça va permettre, bien qu'il y ait une mention d'un lieu de travail, de pouvoir muter le salarié dans un autre lieu sans que celui-ci doive accepter. Il sera obligé d'accepter sa mutation. Il ne pourra pas la refuser. Alors, d'abord, comme on a dit, la finalité de la clause. Finalité de la clause. Donc la clause permet de pouvoir modifier le lieu de travail du salarié sans avoir à recueillir son acceptation. Mais la mutation doit être nécessaire à l'intérêt de l'entreprise. Hop, voilà. Donc deux choses. D'abord, la clause permet donc de muter le salarié, comme je vous l'ai expliqué. Mais attention, la mutation doit être justifiée par l'intérêt de l'entreprise. Il faut qu'il y ait un intérêt pour l'entreprise à ce qu'il y ait une mutation. La mutation ne peut pas être une mesure, par exemple, une mesure disciplinaire, une sanction. Vous avez mal bossé, vous avez fait des conneries, ben je vous mute à péta au schnock. Ça, c'est pas possible. En tout cas, c'est pas l'intérêt, c'est pas l'objectif, c'est pas la finalité de la clause de mobilité. La clause de mobilité, s'il y a un besoin pour l'entreprise et que on trouve ça justifié et nécessaire de muter le salarié, eh ben, on pourra lui dire, comme vous avez signé une clause de mobilité, vous irez travailler dans un autre lieu parce qu'on a besoin de vous dans un autre lieu. Ici, quels sont les effets de la clause? C'est de pouvoir le salarié, finalement, il ne peut pas refuser sa mutation. Le salarié ne peut pas refuser sa mutation. On verra après, éventuellement, si malgré tout, il la refuse. Quelles sont maintenant les obligations liées à cette clause? D'abord, il doit y avoir un intérêt pour l'entreprise. C'est ce qu'on avait dit un peu tout à l'heure, la mutation doit être nécessaire à l'entreprise. Je dirais que c'est une obligation, d'accord. Il doit y avoir un intérêt pour l'entreprise. Ensuite,
l'entreprise doit laisser un temps suffisant aux salariés avant la prise de fonction du nouveau poste. Concrètement, ça se matérialise comment? Imaginez que je vous dise, voilà, demain, vous êtes muté à Milan, en Italie. Pas possible. Comment voulez-vous vous organiser? Même si je vous dis la semaine prochaine, à partir de lundi prochain, tu vas travailler à Milan, il y a une clause de mobilité dans ton contrat, donc tu ne peux pas refuser. Il faut quand même que je puisse déménager. Si j'ai une famille, que je puisse voir pour l'école de mes enfants, pour le boulot de ma femme. Donc concrètement, on ne peut pas dire à la personne, sans lui laisser un délai suffisant pour s'organiser, tu vas être muté. Donc en général, le délai, il va varier entre 1 mois et 6 mois en fonction de la situation personnelle du salarié, mais aussi en fonction évidemment de l'éloignement de la nouvelle mutation. Si vous êtes muté à 10 km, bon, grosso modo, ce n'est pas très compliqué de s'organiser. Si vous êtes muté dans un autre pays, là, c'est beaucoup plus compliqué. Ensuite, et ça, je dirais que c'est plutôt une évidence, hein, le salarié muté ne peut pas subir une baisse de salaire ou une fonction je ne vais pas l'indiquer comme ça, je vais juste indiquer la baisse de salaire. Imaginez donc que vous soyez muté et puis qu'on vous dise et en plus ton salaire il sera baissé de 10%. Ben, ça, c'est pas possible. Je dirais que généralement, c'est plutôt le contraire. C'est plutôt accompagné d'augmentation plutôt que de baisse de salaire, au même titre qu'il peut pas être, on ne peut pas lui attribuer un poste qui soit inférieur à celui qu'il avait. Alors maintenant, que se passe-t-il si éventuellement un salarié refuse de se conformer à une clause qu'il a lui-même signée? Puisque je vous rappelle que les 3 clauses dont on a parlé, la clause de mobilité, la clause de non-concurrence ou encore la période d'essai, sont des clauses qui figurent au contrat et que le salarié a accepté puisqu'il a signé son contrat. Par conséquent, s'il a accepté ces clauses, alors il doit s'y fier, d'accord? Il doit les exécuter. Si le salarié ne veut pas exécuter sa mutation qui aurait été décidée en vertu de cette clause de mobilité, alors il s'expose éventuellement à un licenciement pour faute grave. Il n'a pas respecté le contrat, donc l'employeur est en droit de le licencier pour faute grave. Alors, très rapidement, on va parler d'une dernière clause, un peu moins importante, un peu moins fréquente. Alors, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de faute d'orthographe. C'est bien la clause de dédit. La clause de dédit formation.
Alors, qu'est-ce que c'est que cette clause de dédit-formation? La clause de dédit-formation permet à l'entreprise, éventuellement, de réclamer des frais de formation qu'elle aurait engagés pour un salarié si ce salarié devait quitter l'entreprise peu de temps après la formation réalisée. Je répète, la clause de dédit-formation, c'est une clause qui va permettre à l'entreprise de demander au salarié de rembourser la formation si celui-ci quitte l'entreprise peu de temps après avoir réalisé cette formation. Alors pourquoi? Pourquoi insérer une telle clause? Dans certains, euh, dans certains cas, la formation de certains salariés est une formation relativement longue et une formation relativement coûteuse. D'accord? Et que l'entreprise qui investit dans la formation d'un salarié entend ensuite profiter d'un salarié mieux formé afin évidemment de prospérer. D'accord? Elle entend récupérer, faire un retour sur investissement. Elle a investi dans la formation du salarié. Ben, moi, je veux que ce salarié, maintenant, il bosse pour moi puisque je l'ai formé spécialement pour ça. Imaginez un salarié qui serait parti pendant 6 mois en formation pour se former sur une technique particulière. La formation a coûté à l'entreprise 30 000 euros. Et puis le salarié, il revient dans son entreprise après avoir terminé sa formation, puis au bout d'un mois, il quitte l'entreprise et il va mettre à profit la formation qu'il a reçue pour un concurrent. Et bien, si son contrat contient une clause de dédit formation, alors l'entreprise peut lui réclamer le coût de la formation, donc c'est-à-dire les 30 000 euros, hein, parce que tout simplement, elle a fait un investissement pour rien. D'accord? Y a-t-il des questions sur cette clause de dédit formation? Pas de questions? Non? Même sur la clause de mobilité? OK. Alors, j'ai fini avec la partie cours, hein. Alors, de façon exceptionnelle, pendant les 2 ou 3 premières séances, je pense que je le ferai que juste sur cette séance. On fera le cours et puis le TD ensemble, etc. Mais je vous rappelle, hein, à partir de la semaine prochaine, si toutefois j'ai bien réussi à mettre tout sur NetCampus, vous devrez voir le cours par vous-même. Je mettrai à chaque fois, alors vous l'avez peut-être déjà vu en fiscalité, je mets des fiches récapitulatives, d'accord, qu'il faut apprendre, qu'il faut connaître, d'accord. Je reviens en cours en général sur les parties les plus compliquées, mais ensuite le but c'est faire le TD ensemble, le TD que vous avez préparé, c'est de le faire ensemble pour voir si vous avez bien compris le cours. Alors évidemment, dès qu'il y aura des notions plus compliquées, je m'attarderai sur ces notions. Évidemment que si vous n'avez pas compris quelque chose, je suis là pour répondre à vos questions, pour reprendre des parties de cours qui seraient plus compliquées et que vous n'aurez pas compris, pas comprises. D'accord? Mais normalement, le cours tel que je l'ai fait là sur ces 2 séances, je ne le ferai plus. Je reviendrai que sur les points les plus sensibles. D'accord? Alors, si vous voulez bien, normalement, vous pouvez récupérer le TD qui est relatif donc à ce cours. Donc, vous récupérez aussi la deuxième partie du JAM hein, dès que je l'aurai posté. Vous allez récupérer le TD sur NetCampus. Alors, pour qu'on puisse regarder un peu ensemble, on va faire les 2-3 premières questions ensemble et puis vous le terminerez pour la semaine prochaine, bien sûr. Vous le terminerez pour la semaine prochaine, mais on va voir, je vais vous montrer un petit peu quels sont les éléments qui sont nécessaires pour ce TD. Alors, je vais l'afficher à l'écran aussi. Je vais arrêter cette présentation, mais si vous voulez le récupérer, il est dans votre NetCampus. Hein. Alors, hop, arrêtez la présentation. Tac, tac, nouvelle présentation. Une fenêtre.
Voilà, donc vous trouverez bien sûr ceci sur votre net campus, hein, ça s'appelle situation professionnelle. En général, on fera toujours ce type d'exercice relatif au cours. Et ici, on va le regarder un petit peu ensemble, on va l'analyser, on va voir ce qu'on attend en termes de réponse, et puis vous pourrez le continuer par vous-même. Donc, clairement, on nous met toujours dans une situation, enfin, je vous mets, enfin, c'est pour moi, hein, mais on nous met tout le temps dans une situation, et donc il faut prendre connaissance de la situation au départ, et ensuite on a une mission, d'accord? Cette mission, elle aboutit sur des situations et des questions. Bien sûr, questions auxquelles il faut répondre, et en général, les réponses, on les a vues dans le cours. Alors, on va regarder un petit peu quelle est cette situation ici. On nous dit que la SAS, donc la Société par Action Simplifiée Esthétique et Beauté, est spécialisée dans le coaching personnel et la santé, qu'elle veut poursuivre son développement, qu'elle a un premier établissement à Bordeaux qui fonctionne plutôt pas mal, et qu'elle envisage d'ouvrir un nouvel établissement à Nice, et que M. Lange, donc le fondateur, est en train de préparer tout ça. D'accord ? Lui-même va prendre la direction de l'établissement de Nice pendant quelque temps. Ensuite, il va recruter une personne qui sera chargée de diriger l'établissement de Nice. Parallèlement à cela, M. Lange souhaiterait participer à des salons. Et pour cela, pour tenir le stand sur les salons, il veut recruter une autre personne qui sera chargée, bien sûr, de présenter la société et d'éventuellement trouver des clients sur ces salons. Donc, on voit tout de suite qu'on va être confronté à deux situations différentes. Le recrutement d'une personne qui sera le prochain directeur de l'établissement de Nice et le recrutement d'une autre personne avec un profil plus commercial qui sera chargé de tenir le stand de la société sur les salons que l'on envisage faire. Il y a un premier salon qui se déroulera, pour commencer, voilà. Il y a un premier salon qui va se dérouler à Nice du 3 au 15 janvier. Donc, on aura certainement une première période pour la personne qui sera recrutée du 3 au 15 janvier. Alors, quelle est votre place dans ce dispositif ? Voilà. Donc, Madame Karine est chargée du recrutement donc, des 2 salariés, et elle va vous demander de l'aider tout au long du processus de recrutement. Il s'agit aussi de participer à la rédaction des contrats de travail et de réaliser les formalités d'embauche. Donc, ici, pour la première partie, on va nous demander de justifier de contrats de travail pour les salariés. Donc, on nous rappelle que le poste à pourvoir à Nice est un emploi stable et permanent. La fonction du futur salarié sera de diriger l'établissement et d'animer l'équipe de salariés sur place. Deuxième poste, comme on le disait tout à l'heure, on a 2 petits cadres qui sont identiques, hein, c'est la même chose ici et ici. On va regarder ce que ça nous dit. On nous dit que pour le salon du bien-être, le commercial, que M. Lange souhaite embaucher ne travaillera que pour la durée du salon. C'est-à-dire, il va commencer 2 jours avant le début du salon, qui commence le 3 janvier. Et puis, a priori, sa mission ou son travail va se terminer le 15 janvier, fin du salon. On vous dit que Mme Karine a envisagé de recourir à un CDD pour ce type d'activité, pour ce type de contrat. On vous demande si éventuellement c'est la bonne solution. Alors, maintenant, on va regarder les questions et je vais vous montrer comment il faut justifier ces réponses. Parce que dans une question, on n'attend pas déjà un oui ou un non,
on n'attend pas une réponse simple, on attend une réponse avec une justification. Alors, je vais prendre la première question. Quel contrat va-t-on choisir pour le nouveau cadre commercial, c'est-à-dire pour la personne qui va s'occuper des salons? Alors, je vérifie juste quelque chose. Hop, je vais repasser. Non, pardon, excusez-moi. Les premières questions sont relatives à la personne qui va diriger l'établissement de Nice. J'avais mal lu la question. Et ensuite, les questions qui sont ici sont pour le commercial. Alors, pour la personne qui va... Je n'arrive pas à accéder aux documents. Normalement, sur NetCampus, vous ne l'avez pas? Normalement, vous l'avez sur NetCampus. Hein. Est-ce que vous le... Moi, j'en ai un autre, mais c'est pas lui. Alors, je vais juste vérifier si je ne me suis pas trompé, mais je vais... A priori, normalement, il n'y a pas de souci. Et effectivement, je me suis trompé. Ce n'est pas grave. J'ai pas mis le bon document, excusez-moi. Alors, contrat de travail, je vais vous le mettre en direct live. Donc, l'étude de cas, ça je le supprime. Alors, tac. Où est-il? Situation professionnelle. Voilà, si vous actualisez votre page sur NetCampus, vous devriez avoir un document qui s'appelle Situation professionnelle et vous devriez retrouver le document que je vous montre à l'écran. Est-ce que tout le monde peut me confirmer que c'est bon? Oui, moi, c'est bon, je l'ai. Ok, ça marche. Donc, si Ria là, normalement, tout le monde doit l'avoir. Ok? C'est bon? Ok, ça marche. Donc, je continue mon explication. Donc, sur ce que j'attends de vous sur ce type d'exercice. Ici, par exemple, je vais répondre à la première question. On nous dit quel type de contrat va-t-on choisir pour la personne qui va s'occuper du site de Nice. Donc, on va pouvoir proposer un contrat à durée indéterminée. Pourquoi? Parce qu'il s'agit ici d'un emploi stable et permanent. C'est ici ce qu'on nous indique. Donc, c'est un emploi qui n'a pas vocation à durer qu'une certaine limite de temps, mais on nous parle bien d'un emploi stable et permanent. Donc, vous voyez que j'ai donné la réponse, mais que j'ai aussi justifié ma réponse. Si je devais répondre à la deuxième question, j'indiquerai que la date de début de contrat sera la date qui sera choisie pour le début de la prise de fonction du nouveau salarié. Alors, a priori, je pense qu'on nous disait que monsieur Lange, le directeur, il allait prendre le relais jusqu'au 15 mars,
Donc on dit le fondateur compte s'impliquer personnellement en s'installant sur place à partir du 15 janvier pour les premiers mois. Bon, on ne nous donne pas de date forcément de début, mais il faudra bien en fixer une. Donc la date de début de contrat va correspondre à la date de prise de fonction du nouveau salarié. Par contre, il n'y aura pas de date de fin de contrat, puisqu'on est par nature dans un contrat à durée indéterminée. Donc, il n'y a pas de date de fin dans un contrat indéterminé. Je vais reprendre le tout. Je vais reprendre sur les dates. D'accord. On nous pose la question, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, quelle est la date de début, quelle est la date de fin. Donc, je vais indiquer que la date de fin, ce sera la date de début de prise de fonction du salarié, celle qui aura été décidée par l'entreprise. Ici, on n'a pas de détails par rapport à ça. Donc, on est obligé de donner une réponse un peu plus vague. Et concernant la date de fin, j'indiquerai qu'il n'y a pas de date de fin sur un contrat à durée indéterminée, puisque le contrat a vocation à durer dans le temps. Ensuite, concernant le deuxième salarié, celui, je vous rappelle, qui est chargé de faire les salons. D'accord. Madame Karine pense à un CDD. Est-ce la bonne solution? Donc, est-ce que ce type de contrat peut être utilisé dans ce cas? Alors, une réponse oui ou non vaut 0 point. Parce qu'une réponse oui ou non n'est pas justifiée. Il n'y a que les réponses justifiées qui peuvent amener des points lors de l'examen ou lors des différentes évaluations que je ferai. Alors, effectivement, le contrat à durée déterminée peut être utilisé dans ce cas. D'abord, parce qu'effectivement, la mission qui va être confiée à monsieur, je ne sais pas qui, au nouveau commercial est limitée dans le temps. Elle va durer 2 jours, elle va commencer 2 jours avant le début du salon pour se terminer avec la fin du salon. Donc, cela justifie le recours au CDD. Par contre, n'oubliez pas, et ça c'est un peu la deuxième partie de la question, qu'il faut un motif de recours. D'accord. Parmi les motifs de recours, on a quoi? On a l'accroissement d'activité, on a le remplacement d'un salarié malade, on a les travaux par nature saisonniers et on a le remplacement du chef d'entreprise. Alors, remplacement d'un salarié malade, ça ne marche pas, puisqu'effectivement, là, il ne va pas être recruté pour le remplacement d'un salarié malade. Remplacement du chef d'entreprise, ça ne marche pas non plus. Restent 2 recours qui pourraient être éventuellement invoqués. Celui de la hausse d'activité. On nous dit que l'entreprise est en plein essor, donc ça peut justifier éventuellement le recours à un CDD, mais ce qui pourrait encore plus justifier le recours au CDD, c'est qu'effectivement, la durée des salons est limitée. Donc, on a forcément un travail qui est saisonnier. D'accord? C'est comme quand on fait la saison touristique. La saison touristique, dans certaines villes, dure de début juin à fin septembre. Voilà, c'est par nature limité dans le temps. Et ici, les salons, ça ne dure pas tout le temps. Le salon à Nice, on nous indique qu'il va débuter le 3 janvier et se terminer le 15. Donc, par nature, on a bien une fonction qui sera limitée et qui sera saisonnière. Donc, oui, 2 types de recours peuvent correspondre. Éventuellement, dans un premier temps, la hausse d'activité qui peut être justifiée par l'essor de l'entreprise. Et deuxième temps, le travail par nature saisonnier. Ensuite, quelles sont les dates de début et de fin de contrat? On nous a dit que le CDD prendrait son poste 2 jours avant le début du salon commençant le 3 janvier. Le début de contrat sera le 1er janvier. Bon, alors même si le 1er janvier est un jour férié, il faudra peut-être faire attention à ça. Ensuite, quelle est la fin du contrat? On nous dit qu'il va faire tout le salon, donc le salon se terminant le 15
janvier, la date de fin de contrat, ce sera le 15 janvier. Donc, on aura un contrat qui sera fait sur 15 jours, du 1er janvier au 15 janvier. Question suivante. La date de fin doit-elle obligatoirement figurer sur le contrat? Alors, oui et non. D'accord. On n'a pas forcément une réponse. Dans le contrat qui sera proposé à monsieur le nouveau commercial, on connaît la date de fin, donc on va obligatoirement l'inscrire, d'accord? Puisque la date de fin, c'est la fin de contrat, c'est la fin du salon, c'est le 15. Donc là, on a bien un terme précis. Dans ce contrat-là, oui. Mais globalement, dans les CDD, on sait qu'on peut avoir des CDD qui n'ont pas un terme précis, c'est-à-dire une date de fin déterminée. Donc, si éventuellement on avait été dans ce cas-là, alors on aurait conditionné la fin du contrat à un événement. Là, on est moins dans ce cas-là, puisqu'on n'est pas dans le cas, par exemple, d'un remplacement d'un salarié malade ou dans le cas d'activités saisonnières dont on ne connaîtrait pas de façon fixe la fin. Alors voilà, je ne vais pas aller plus loin, d'accord? Je ne vais pas aller plus loin dans la correction de ce TD. Par contre, je vais vous demander de le terminer, d'accord, pour lundi prochain. Donc, vous répondez aux questions. Alors, vous le faites sur votre papier brouillon. Hein, je ne vais pas en ramasser rien du tout. Mais je veux que si je vous interroge sur une question, vous puissiez m'apporter des réponses. Qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient fausses, ça, je m'en fiche. On est là justement pour corriger des imperfections, corriger des erreurs que vous pourriez faire. Mais ce qu'il faut absolument, tout, l'ensemble du TD. Hein, d'accord? Il y a des choses qui sont très faciles. Hein. Je veux que vous fassiez l'ensemble du TD. On fait la correction tous ensemble. Il y aura des éléments qu'il faudra aller rechercher par vous-même. On fera la correction tous ensemble. Mais si je vous interroge et que vous n'avez pas fait votre TD, ça ne va pas. Le contrat ne va pas marcher entre nous. Hein. Je vous le dis tout de suite. D'accord? Donc, je compte sur vous pour réaliser ce TD et on en fera la correction donc lundi prochain, puisqu'on se voit lundi prochain. Ça marche pour tout le monde? Pas de soucis? Des questions? Pas de questions? Tout le monde est OK? Est-ce que vous pouvez prendre le numéro 1, s'il vous plaît? Reprendre la question. La question numéro 1. Alors, si certains ont des obligations et veulent quitter la réunion, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Pour ceux qui veulent réécouter l'explication sur la question numéro 1, restez connectés, je vais la reprendre. Donc, la question numéro 1, nous interroger sur le contrat qu'il faut choisir pour la personne qui va diriger l'établissement de Nice. Donc, on avait opté pour un CDI, donc un contrat à durée indéterminée, parce que c'est un emploi stable et permanent. Donc, dans stable, on comprend bien les choses, et permanent, on comprend encore mieux les choses. D'accord ? Parce que c'est un emploi stable et permanent qui sera proposé à la nouvelle recrue. Voilà la réponse que l'on avait faite pour cette question. Y a-t-il d'autres interrogations? Quelqu'un d'autre veut intervenir ou a une question à poser ou veut une explication? On fait les 3 exos ou juste le premier? Vous faites l'ensemble du TD. Alors, je ne sais pas combien il y a d'exos, mais vous faites l'ensemble du TD. Ok, ça marche. Merci beaucoup. De rien. Mais écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous souhaite une bonne soirée et puis je vous dis à vendredi pour la fiscalité. Ciao à tous.